Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Les gilets jaunes, toujours d'attaque. Et les jeunes, se sentent-ils concernés? Olivier Véran et l'épreuve du feu. L'art de la langue de bois face aux questions très gênantes. Vous connaissez le gourou de Davos? Klaus Schwab. Dans la famille Schwab, je choisis le fils, il a de qui tenir. Brésil, les non-vaccinés seront dorénavant des criminels. Olivier Véran, un des menteurs du gouvernement, nous annonce avec un aplomb étonnant que la réforme des retraites est incontournable. Voici pourquoi j'utilise le terme de menteur. Le raccourci le plus simple serait de dire comment peut-on envoyer autant d'argent et d'armes en Ukraine quand on délaisse de cette façon les retraités français? Comment un gouvernement peut-il faire autant de sacrifices pour financer une guerre que nous devrions à tout prix éviter et en même temps demander à un sexagénaire de travailler encore et encore plus? Mais on va éviter les raccourcis trop faciles. Cela fait des mois que des centaines de Français, d'analystes et de financiers nous démontrent par A plus B que les retraites n'ont absolument pas besoin d'une quelconque réforme. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, COR, daté de septembre 2022, fait état d'excédents en 2021 900 millions d'euros et en 2022 3,2 milliards d'euros. Mais il prédit un déficit du système des retraites en moyenne lors des 25 prochaines années. Selon l'estimation du Conseil, entre 2023 et 2027, le solde du système de retraite se dégraderait très sensiblement, pour atteindre un petit déficit de 0,3-0,4 points de PIB selon les scénarios, et il resterait négatif jusqu'en 2032. Ces quelques dixièmes de points PIB représenteraient des montants pratiquement négligeables, après des déficits symboliques attendus jusqu'en 2032. Des scénarios du Conseil d'orientation des retraites prévoient un retour à l'équilibre progressif, sans aucune réforme entre le milieu des années 2030 à la fin des 2050, tandis que d'autres annoncent un solde négatif de l'ensemble de la période 2023 à 70. Monsieur Véran, ce que vous essayez de faire croire aux Français est complètement faux. Une fois de plus, le gouvernement essaye d'installer une psychose et une culpabilisation générale. Tout montre bien que le système n'est pas en danger. Presque tous ces scénarios prédisent un retour à l'équilibre du système sans qu'aucune réforme n'y soit apportée. Puisque c'est la fête à Véran, je continue sur ma lancée. Stéphane Thurion, restaurateur en détresse, fait face à Olivier Véran. Comme un fou pour essayer de remonter ma boîte. Parce que vous imaginez bien, monsieur Véran, qu'à un moment donné, quand vous investissez dans une nouvelle entreprise, vous mettez tout ce que vous avez. Et puis les économies que vous avez, forcément, vous les mettez sur la table. Moi, j'avais plus rien. Mais un petit peu d'aide. C'est pas de l'aide que je demandais. Je demandais mon droit de travailler. Une chose à 25%, j'aurais même pas eu besoin de vos aides. Parce que si on calcule bien, dans l'absolu, à 25 clients par jour, même sur 7, ça me dérangeait pas de travailler. Je continuais de payer mes charges, je continuais de payer mes employés, je continuais de vivre et d'engranger de la trésorerie, ce qui paraît normal, on est d'accord. Ça, vous m'avez pas laissé faire. Vous m'avez pas laissé faire, on me dit, c'est tout le monde 10 000, d'accord? Alors même le mec qui a pas besoin, il prenait 10 000, Puis après les PGE, c'était 25% du PGE, d'accord, que l'État a garanti. Vous avez déposé quelque chose quelque part en termes de garantie? Parce que 90 000 euros pour moi, Cyril, ça fait 25% de mon chiffre d'affaires de l'époque, bien sûr. 25% de mon chiffre d'affaires de l'époque. Aujourd'hui, vous avez mis sur la table 140 milliards d'euros. De millions d'euros, pardon, excuse-moi. Milliards d'euros, excusez-moi. Milliards d'euros. Ces milliards d'euros, aujourd'hui, ce sont nous, les Français, qui payons. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 49% de faillites supplémentaires en 2022 dans l'hôtellerie-restauration. Ces PGE-là, qui va les payer? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est quand est-ce que moi, vous me remboursez sur ma perte personnelle? Parce que vous me demandez de rembourser un PGE et des charges à ne plus savoir qu'en faire. Je paye 30% de matière en plus depuis 2019. Vous connaissez le prix du litre du fuel, monsieur Véran, en fuel domestique pour se chauffer? Allez-y. Dites-moi. Allez-y, je connais tous les chiffres en tête. 2019, 0,64 centimes. 2022, 1,54. Je mange 8000 balles de fuel par an. Je suis au gaz, monsieur Véran. Combien je paye à votre avis? Vous avez une idée du prix du gaz? Vous avez une idée de ce qu'on paye, nous, artisans? Mais putain de merde, je suis en train de faire 1 million d'euros, je dégage 75 de marge brute, 42% de ma salariale, il me reste rien. Et quand il me reste, vous me prenez encore 25%. Je vois pas mes gosses pendant des mois parce qu'il faut que je travaille en cuisine. J'en chie comme un veau. Mes employés sont là. Ils lâchent rien. Merci à ma clientèle d'être là. Franchement, merci. Franchement, je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, vous veniez sans présenter d'excuses aux Français. Je trouve ça lamentable.
C'est bon. N'oubliez pas, ici, nous sommes les employeurs de l'État. Vous travaillez pour nous. Effectivement, Olivier Véran, l'emmerdeur covidiste, et tout le gouvernement travaillent pour le compte des Français. Et effectivement, il va falloir très vite que M. Véran, tout comme les autres, présentent leurs excuses aux Français. La colère de cet artisan est parfaitement légitime, et des millions de Français se reconnaissent certainement face à la détresse de cet homme. Sur cette intervention, Olivier Véran va évidemment se vanter qu'il ne se défile pas et qu'il n'a pas du tout essayé d'éviter certains intervenants. Chez ce resto, mais on ne nous a pas laissé respirer, ni pendant le Covid, ni après le Covid. On a le PGE sur la tête, d'accord? On a la tête sous l'eau concrètement, avec tout a flambé. Comment on fait pour s'en sortir, monsieur Véran? Comment? Justement, alors, je vous réponds. Stéphane, il va vous répondre. Bon, d'abord, je vois que vous êtes en colère. Ah, vous savez pas à quel point je suis en colère. Non, mais je l'imagine, vous savez, j'en ai vu d'autres. Et je vois que vous êtes en colère et je critique pas les raisons de votre colère. Et je pense que parmi ce que vous avez dit, il y a des trucs... Je vous respecte, monsieur Véran, en tant qu'homme. Je suis pas sûr. Hein? Je suis pas sûr. Je respecte l'homme. Non, attendez. Traiter de cancer... pas la fonction que vous traiter quelqu'un de cancer, je le ferai jamais. Même à mon pire ennemi. D'accord? Donc quand vous dites que je suis le cancer de machin, non. C'est une image, monsieur Véran. Non. Si vous respectez les gens, ça veut dire que vous apprenez aussi, parce que je crois que je suis ici depuis une bonne heure, Cyril, je crois que je me défile pas derrière les questions, j'ai pas sélectionné les gens qui viennent ici ce soir, j'ai empêché personne de venir d'ailleurs ce soir sur ce plateau. Bonsoir à tous. Alors à l'heure où je vous parle, vient de débuter l'émission Face à Baba, avec Olivier Véran comme invité principal ce soir, face à Cyril Hanouna. Nous avons été plusieurs à être déprogrammés de cette émission au dernier moment. Moi, j'ai reçu un message de la production m'indiquant que je ne pourrais pas participer samedi matin. J'ai appris de sources sûres qu'il y a eu des pressions du cabinet d'Olivier Véran pour interdire certains participants, dont je fais partie. Alors forcément, je me dis que bon, ce sont des méthodes un petit peu étonnantes par rapport au discours de gens qui nous disent qu'ils veulent de la transparence, qu'ils sont prêts à répondre à toutes les questions. Et dans les faits, malheureusement, c'est complètement différent. Ce n'est pas beau de mentir devant la France, monsieur Véran. Effectivement, la réalité, c'est que plusieurs invités ont été déprogrammés pour éviter les questions gênantes. C'est également le cas de Olivier Rohaut, qui a déclaré lui aussi que son intervention avait été annulée. Monsieur Véran fait mine d'affronter la colère des Français, mais en réalité, il a peur, et il aurait clairement tendance à fuir. Concernant l'intervention de André Berkoff, la joute qui s'est amorcée a été particulièrement spectaculaire. Monsieur Berkoff, excellent journaliste, a osé dire des vérités concernant la gestion calamiteuse de la pseudo. Quand les questions ont commencé à être vraiment gênantes, monsieur Véran n'a eu de cesse que de couvrir sa parole pour l'empêcher de s'exprimer. Monsieur Véran a donc commencé à faire une chasse aux cadavres dans les placards en relevant certains tweets de monsieur Berkoff qui seraient prétendument compromettants. Monsieur Véran a donc méthodiquement mis monsieur Berkoff en position de défense, et ce fut donc à monsieur Berkoff de se justifier pour prouver sa bonne foi. Voilà donc une façon habile d'éviter un sujet gênant. Nous ne sommes pas au procès de monsieur Berkoff, mais plutôt à un interrogatoire habilement éludé de monsieur Véran. Ouais. Je vous le dis, monsieur Berkoff, aucun respect pour la façon que vous avez aujourd'hui d'exercer le métier que vous avez exercé hier d'une autre manière. Écoutez, moi, je n'ai aucun respect pour les combats que vous menez. Je travaille dans une radio pour les où je opinions vois les qui témoins ne sont pas des et je opinions. vois en France entière les témoins ce qu'ils me disent je de la manière. Tandis que vous, à votre monsieur Véran, propre page Wikipédia, vous n'avez même pas modifié. Dans la première phrase, il y a marqué se faire mensonger, le fidèle serviteur de tous les mensonges. Insulté par vous, monsieur Berkoff, est un compliment. Monsieur Véran indique très clairement qu'il n'a aucun respect pour monsieur Berkoff, alors que ce dernier est sans aucun doute un des meilleurs journalistes français qui ose hurler la vérité. Mais la vérité fait bien partie des éléments qui sont systématiquement cachés et méprisés par le pouvoir. Nous devons ici rendre hommage à monsieur Berkoff et saluer son courage dans ses interventions pour défendre la France. Je profite donc de cette vidéo pour vous adresser nos remerciements et nos respects de la part de la chaîne Agora TV et Jasper Madère. Merci monsieur Berkoff. De leur côté, les gilets jaunes, qui n'ont pas dit leur dernier mot, sont toujours dans la rue pour rejeter massivement la très mauvaise idée de la réforme des retraites. On n'entend pas souvent les jeunes, et malheureusement, quand ils s'expriment, un journaliste comme Pascal Praud ose leur dire qu'ils ne sont pas du tout concernés par ce problème, car ils sont jeunes. Ne me dites pas que vous pensez déjà à votre retraite, RL, alors que vous n'avez même pas commencé à travailler.
Alors ça c'est une question qui revient beaucoup sur l'ensemble des plateaux télé quand on parle des jeunes justement, comme quoi on ne serait pas concerné par la question de la réforme des retraites puisqu'on devrait plutôt se concentrer sur nos études. Moi je pense qu'en réalité on est concerné dès maintenant puisque quand on voit l'âge d'entrée des jeunes sur le marché du travail, à savoir 22 ans en moyenne, on sait que désormais avec la réforme des retraites, on partira à la retraite à 66 ans pour espérer avoir une retraite à taux plein. Donc évidemment que ça nous concerne puisque quand on voit le marché du travail actuellement et surtout les secteurs dans lesquels travaillent les jeunes en priorité, à savoir la logistique, la restauration, la grande distribution, etc., qui sont des métiers pénibles où les conditions de travail sont difficiles et les salaires sont faibles, effectivement, ça interroge quant à notre retraite et nous, ça nous concerne en priorité en réalité puisque ça vient attaquer non seulement nos parents, nos voisins et le monde du travail dans lequel nous on va se retrouver, mais également nous, notre avenir et nos perspectives d'avenir de tout simplement finir de travailler et pouvoir partir à la retraite en bonne santé. Non, mais ce que je voulais vous dire, Erel, c'est que je suis étonné que, à votre âge, vous pensiez déjà à ce que sera votre vie dans 40 ans. Moi, j'en ai 58 ans, je n'imagine même pas ce que sera ma vie dans, j'allais dire demain, mais même dans 10 ans. Monsieur Pascal Praud, nous avons le même âge. Vous le savez, nous avons été jeunes, nous aussi. Et donc, vous devriez comprendre, comme tout le monde, que les jeunes qui sont entrés dans la vie active ont déjà commencé à cotiser pour leur retraite. Comme toute la population française, ils sont évidemment concernés. Cette façon de mettre de côté toute une frange de la population sous prétexte qu'ils sont nés trop tard pour s'exprimer, nous paraît pour le moins cavalière. Et si nous donnions la parole aux jeunes, Céline Chardac s'est rendue à Dole, dans le Jura, pour aller à leur rencontre. Alors aujourd'hui, je me trouve sur la manifestation de Dole dans le Jura contre la réforme des retraites. Et pour clouer un peu le bec à tous nos médias mainstream bien sûr, j'entends, je suis venue à la rencontre des étudiants qui auront leur mot à dire, à l'instar de Pascal Praud qui considère qu'à 17 ans, ils ne sont pas concernés par le sujet. J'ai eu la chance, moi, de rencontrer un certain nombre d'étudiants qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Je vous laisse les découvrir. Bonjour, je suis avec Marie, donc à Dole dans le Jura, juste à côté du lycée Nodier, où un certain nombre d'étudiants s'est réunis aujourd'hui pour soutenir la réforme des retraites. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je sais que tu es un peu intimidée parce que c'est pas forcément un domaine de prédilection pour toi, mais est-ce que tu veux bien me dire pourquoi toi tu es venue soutenir, défendre tes acquis sociaux? Parce que c'est important, c'est notre avenir et il faut défendre parce qu'il faut s'intéresser à notre avenir. Ok. Et penser à ce qui va se passer plus tard, même si ça nous concerne pas encore vu qu'on est encore au lycée. Ouais, et justement je voulais te poser une question par rapport à ça. On a vu ces derniers jours les médias français, les médias mainstream, alors tous les médias qui nous désinforment un peu, que vous les jeunes en fait vous n'aviez pas à participer à ce genre de mouvement parce que vous étiez très très loin de la retraite et que finalement ça vous concernait pas. Toi t'es pas d'accord avec ça? Bah si, parce que c'est... Enfin non, je suis pas d'accord, mais c'est notre avenir et que il faut qu'on pense, et puis même pour les gens qui vont être en retraite, il faut penser à eux aussi. Ok, donc il y a un côté solidaire aussi pour vous tous. Alors les voisines qui sont avec Marie ne peuvent pas trop s'exprimer parce qu'elles ne sont pas majeures et que c'est pas possible pour moi de les avoir sur les vidéos, mais les filles, vous êtes d'accord aussi avec ça? Elles sont d'accord aussi. Merci beaucoup. Alors à nouveau, je me retrouve avec un jeune étudiant qui s'appelle Ruben. Ruben, ok Ruben. Dis-moi pourquoi est-ce que tu es venu aujourd'hui, toi? Alors je suis venu pour manifester et exprimer ce qu'on pense, c'est important. Ouais. Et c'est l'un des rares droits qu'on a en France par rapport aux autres pays. Oui. Et puis c'est aussi pour ouvrir un syndicat parce que je trouve que beaucoup de jeunes, on n'est pas beaucoup, on a croisé nos professeurs et même des syndicats qui disent qu'ils manquent beaucoup de jeunes. Donc il serait temps qu'on relève tout ça. Donc l'objectif là, c'est de prendre quelques adresses mail, quelques numéros pour pouvoir ouvrir un syndicat dans mon lycée. Très bien. Et du coup, toi, tu trouves effectivement que les jeunes ne se sentent pas concernés ou tu penses que c'est parce que le fait que vous soyez un petit peu contraints de rester dans vos établissements les jours de grève, parce que ça peut être un peu parfois risqué. Il y a certains proviseurs qui n'acceptent pas trop et qui... Oh, il y a une forme de pression quand même, on peut... Là, on est venu manifester parce qu'on n'avait pas cours aujourd'hui, sinon c'est compliqué avec Parcoursup et tous les enjeux qu'il y a derrière de pouvoir venir manifester. Donc il faut qu'on
puisse exprimer ce qu'on pense, et beaucoup de jeunes sont désintéressés et il faut les réintéresser. Mais moi, ça m'intéressait pas de venir, mais il faut qu'on s'intéresse, même si ça paraît loin. On entend beaucoup de personnes dire que s'intéresser à la réforme des retraites à notre âge, c'est comment dire, une forme précoce de déclin. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec eux. On s'intéresse à ce qui se passe. Si aujourd'hui on restreint la retraite de nos parents, qu'est-ce que ça va être pour nous? Ouais, mais justement, je voulais y venir là-dessus. Moi, j'ai entendu régulièrement là les médias ces dernières semaines, justement taper un petit peu sur les jeunes et les étudiants en disant mais enfin à 17 ans, comment se fait-il que vous puissiez vous intéresser à ce genre de choses, alors que à contrario, vous avez été très très concernés et mis vraiment dans le monde des adultes avec tout ce qui s'est passé, notamment sur la crise sanitaire. Donc je trouve que c'était un peu facile pour vous de vous ramener, de vous pousser dans les cordes à nouveau. Est-ce que toi, justement, tu as le sentiment qu'on instrumentalise un petit peu la pensée des jeunes et faire en sorte que du coup vous restiez bien dans les rangs et sagement peu concernés finalement par les choses qui vont rapidement vous concerner finalement? Oui. Après, certaines personnes n'ont peut-être pas tort, on est peut-être un peu jeune pour comprendre les enjeux financiers qui se cachent derrière cette réforme et toutes celles qu'on va avoir, mais c'est pas parce que c'est loin et que ça paraît compliqué qu'on ne doit pas s'y intéresser. Très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup Ruben et je te souhaite toutes les bonnes choses pour la suite. Alors à nouveau, je me trouve auprès d'un jeune étudiant qui s'appelle Martin et qui est venu aussi manifester. J'aimerais, Martin, si tu veux bien nous dire pourquoi toi tu es venu, quelles sont tes motivations? Parce que voir autant de monde manifester pour nous, pour notre avenir, parce qu'on est quand même bien concernés, je pense, futur. Et ça me fait plaisir de voir autant de monde et de pouvoir les aider à réformer cette retraite pour nous aider nous, particulièrement. Donc toi tu y vois vraiment un côté solidaire, et ça c'est pas mal parce que tu vois sur beaucoup de personnes qui s'expriment, on a plus le sentiment que vous ne vous sentez pas concerné, alors que toi tu te sens concerné et en plus tu te sens porté aussi par ces personnes plus âgées. Bon, très bien. Est-ce que tu considères que vous êtes beaucoup aujourd'hui sur cette manifestation de jeunes? Pour Dole, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Plus que sur tous les autres mouvements qu'il y a pu avoir précédemment? Sur la grève de jeudi, déjà, je pense que c'est à peu près pareil. Il y a quand même beaucoup de gens qu'on a retrouvés. Ok. Donc toi, tu es sur un lycée sur Dole? Ouais, un Audier, juste en bas. Ok, un Audier, très bien. Et comment c'est perçu par rapport au lycée? Le lycée ne veut pas trop que les élèves partent normalement. Mais... Ok, donc vous, en tant qu'étudiant dans ces lycées-là, vous avez le sentiment que c'est plus compliqué pour vous de vous déplacer? Est-ce qu'il y a une forme de pression un peu? Ouais, un peu quand même. J'ai des potes qui n'ont pas pu venir justement à cause du lycée. Ok. Voilà. Et les parents, t'as le sentiment qu'ils sont plus engagés, les parents de tes copains? Ouais. Plus. D'accord. Bon, je te remercie beaucoup, Martin. Pas de problème. Les jeunes s'expriment et c'est donc bien la France entière qui est concernée. Monsieur Véran, Monsieur Macron, Madame Borne, Monsieur Braun, la France ne veut pas de cette réforme. Et si nous étions dans un pays démocratique, cela fait longtemps que ce projet serait mort et enterré. Brésil, information repérée par Silvano Trota. Un vent de changement se profile sur tout le pays d'Amérique latine. Les effets du nouveau président Lula da Silva ne se font pas attendre. 6 projets de loi sont actuellement déposés au Sénat brésilien qui réprimeraient ceux qui refusent la dose obligatoire ou qui font des commentaires négatifs sur l'efficacité du merveilleux vaccin. Ceux qui choisissent de ne pas se conformer au calendrier de vaccination forcée du pays seront passibles d'une peine de prison de 2 à 8 ans. Quand on vous dit que les poulets sans tête font n'importe quoi, là on ne s'est vraiment pas trompé. Le nouvel ordre mondial. Je ne vous apprends rien, le nouvel ordre mondial, cause à laquelle Macron est totalement dévoué, est en train de préparer notre avenir. Une révolution génétique est en cours de gestation pour transformer l'être humain en machine connectée, plus facile à contrôler, plus facile à rendre docile et surtout plus facile à exploiter. Le but des futurs maîtres du monde est de réduire la population à environ 500 millions d'individus et de les rendre corvéables à merci. À la tête de cette grande secte, il y a bien sûr le grand gourou Klaus Schwab. Évidemment, il n'est pas seul, sa petite famille est également présente pour défendre intégralement sa cause et son objectif d'asservissement sur les peuples. Pour la petite histoire, les parents de Schwab s'installent en Suisse au début des années 30 avec la nomination d'Adolf Hitler comme chancelier du Reich. Le père de Schwab est invité à défendre les intérêts de l'industrie suisse en Allemagne.
La fille de Klaus Schwab, Nicole Schwab, considère clairement une opportunité d'accélérer la transition verte dont nous avons désespérément besoin. Si on analyse un peu la situation, ils ont fabriqué et diffusé quelque chose de formidable pour notre planète. Je vous laisse réfléchir là-dessus, moi j'ai un peu de mal. Mais dans la famille Schwab, je vais choisir le fils, Olivier Schwab. Quel est son rôle? À mesure que les entreprises chinoises se mondialisent, l'accent est mis de plus en plus sur l'acquisition de talents internationaux, les industries de haute technologie et à valeur ajoutée pour devenir innovantes et compétitives à l'échelle mondiale. La relation entre la mondialisation et l'innovation est que les entreprises empruntent généralement deux voies. Les entreprises qui tirent parti de leurs compétences en innovation, qu'elles ont perfectionnées au niveau national, comme Xiaomi, un fabricant de smartphones qui est très astucieux dans la gestion de sa chaîne d'approvisionnement, ou d'un monde parfait, une société de jeux qui est extrêmement douée pour adapter ses produits et services à des marchés très localisés, afin que ces entreprises tirent parti de ces compétences dans leurs efforts pour se mondialiser sur de nouveaux marchés. La deuxième voie que les entreprises empruntent sont des entreprises telles que Huawei, par exemple, qui sont déjà mondiales, qui ont déjà une présence mondiale et qui leur permet d'acquérir des talents internationaux pour investir dans les technologies et ainsi alimenter leur innovation interne. Le facteur sous-jacent de ces deux voies est que l'innovation doit être. Nous faisons partie de la stratégie de mondialisation, il doit donc y avoir un effort concerté pour investir dans les équipes locales, afin de mettre en place des systèmes et des structures gouvernementales et d'envisager cela à court terme. Nous pensons que dans leur quête de mondialisation, les entreprises chinoises peuvent utiliser ce rapport comme une boîte à outils et passer en revue certaines des meilleures pratiques que nous avons mises en évidence, et nous sommes certains que nous verrons beaucoup plus d'entreprises chinoises extrêmement innovantes se lancer à l'étranger. Évidemment, ce qui n'est pas dit dans le texte, si Olivier Schwab parle beaucoup des technologies chinoises, fait-il allusion à la Chine profonde ou bien au PCC, le Parti communiste chinois? On parle bien de deux entités très différentes. Ce qui semble évident, c'est que le rôle du fils est de trouver la source technologique qui va permettre au nouvel ordre mondial d'améliorer nos cerveaux et de les équiper d'un processeur et de les connecter au pouvoir mondial bienveillant. Grâce à ces merveilleuses technologies, plus besoin de libre arbitre intempestif. Ce sont nos maîtres qui ordonneront nos faits et gestes sans que nous ayons besoin de réfléchir. Une sorte de moutonisation à l'échelle mondiale qui empêchera toute forme de mutinerie car, rappelons-le, nous ne posséderons plus rien et pourtant nous serons heureux. Peut-être auront-ils juste à appuyer juste sur un bouton pour afficher instantanément un grand sourire à tous les citoyens. Elle n'est pas belle la vie ? Mais redescendons sur Terre. La réalité, c'est que ce plan machiavélique voulu par le Forum de Davos et tout l'État profond est gravement compromis par un réveil des consciences. Nous vous le disons depuis quelques semaines, la cupidité et la soif de pouvoir de l'État profond sont aussi lumineuses que le soleil dans le ciel. Ils ne se cachent pas, ils sont tellement sûrs d'eux, enfin, ils étaient sûrs d'eux. Nos dirigeants nous font peur depuis 3 ans avec des mesures répressives et liberticides. Aujourd'hui, c'est sur leur visage et dans leurs attitudes que l'on peut clairement lire la peur. Dans les dernières apparitions d'Olivier Véran, cette façon de fuir les questions embarrassantes et les petites grimaces qui se dessinent sur son visage ne trompe pas. Tout va bien. Chères citoyennes et chers citoyens, pour conclure cette vidéo un peu plus longue que d'habitude, je vous dis à très bientôt. Thank you.